On va tout de suite passer à cette journée. On va rentrer dans une session consacrée aux effets sanitaires directs du changement climatique. Donc ça sera une keynote croisée avec Aurélien Ribs qui sera en visio, et Mathilde Pascal que je vais appeler sous vos applaudissements. Il faut l'encourager parce qu'une keynote croisée, déjà c'est un concept, mais une keynote croisée à deux mais toute seule sur scène, c'est un autre concept. Merci Mathilde. Alors donc nous avons Aurélien Ribs qui est à distance. Aurélien, bonjour Aurélien, vous nous voyez, nous vous voyons, c'est parfait. Vous êtes chercheur en climatologie, vos travaux permettent de comprendre ce que signifie concrètement un monde plus chaud, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur, les phénomènes extrêmes, la façon dont le climat se transforme à l'échelle des territoires. Mathilde, vous êtes épidémiologiste à Santé publique France. Vous travaillez sur les impacts sanitaires de ces phénomènes, mortalité liée à la chaleur, inégalité d'exposition, incapacité de nos systèmes de santé à y répondre, etc. Votre keynote à deux, donc on va démarrer avec vous Aurélien, ça va être une entrée à deux voix qui relie le phénomène climatique et ses conséquences sur la santé, et ça va être une parfaite introduction à la conversation qui s'ensuit. Vous avez chacun une quinzaine de minutes. Et puis, on échange rapidement avec la salle, qu'elle soit là ou qu'elle soit à distance. Aurélien, c'est à vous, comme on dit. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, donc je voudrais commencer par m'excuser de ne pas être présent avec vous sur place à Paris. Voilà, c'est lié au calendrier de préparation du 7e rapport du GIEC dont les travaux débutent en ce moment et que j'ignorais au moment où j'ai accepté l'invitation. Voilà, et en dépit de l'intérêt majeur du sujet choisi pour cette journée par Météo et Climat, que je remercie. Voilà, donc je vais commencer cette keynote en essayant de décrire les effets sanitaires directs du changement climatique avec un premier volet qui, dans cette présentation, va concerner le climat lui-même et donc les caractéristiques finalement du changement climatique qui sont pertinentes pour les enjeux santé. L'exposé va se dérouler en deux parties. Je vais d'abord faire un petit état des lieux rapide du changement climatique planétaire et à échelle nationale tel qu'on peut le décrire aujourd'hui en 2025, et puis je balayerai quelques-uns des enjeux pertinents pour les questions de santé. Voilà, donc je commence avec un état du climat mondial en 2025. Le réchauffement climatique poursuit sa route. Alors Aurélien, il y a des slides qui vont arriver. Je vous raconte. Les slides ne sont pas encore là ? Ils ne sont pas encore là, non. Mais ils vont arriver. Voilà, on les voit à l'écran. Parfait. Très bien, pardon. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc on est aujourd'hui en 2025, à la sortie d'une année 2024 qui, en moyenne planétaire, a établi un nouveau record de température et qui a été la première année à dépasser 1,5 degré de réchauffement par rapport à la période de référence pré-industrielle 1850-1900. Donc la courbe en haut à droite ici montre l'évolution dans le temps des températures moyennes planétaires annuelles avec cette dernière valeur, donc qui est la première à dépasser le seuil symbolique de 1,5 degré. Malgré ce dépassement, il s'agit en 2024 d'une année individuelle, isolée, et ça ne signifie pas que l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris, qu'a rappelé Jean, qui consiste à maintenir le climat sous 1,5 degré de réchauffement, est d'ores et déjà dépassé. En 2024, un épisode El Niño a accru les températures moyennes planétaires. Et si on cherche à évaluer en 2024 quelle est l'amplitude du réchauffement induit par les activités humaines, donc la dernière estimation disponible est de 1,36 degrés, chiffre qui, lui, est vraiment comparable à l'objectif de 1,5 degré, ce qui signifie que le réchauffement climatique se rapproche fort et rapidement de cette premier objectif des accords à 1,5 degré de réchauffement. Par ailleurs, on observe que les émissions de gaz à effet de serre sont toujours en hausse, donc c'est ce qui est représenté sur le graphique du bas, avec en noir les émissions annuelles de CO2 à échelle planétaire, Et le dernier point ici, en rouge, qui correspond à l'année 2025, qui est une estimation encore, mais qui est le point le plus élevé, ce qui signifie que ces émissions continuent d'augmenter, en suivant à ce stade un scénario d'émissions dit intermédiaire, dessiné en jaune ici,
dans lequel l'humanité fait des efforts pour limiter les émissions, mais peine à les réduire vraiment, et donc elle continue à croître encore jusqu'à quelques décennies, début ou milieu du XXIe siècle, avant de décroître de façon modérée par la suite. De ce fait, à la fois du fait de l'amplitude du changement climatique déjà observé, induit par les activités humaines, et du niveau actuel des émissions, maintenir le climat sous 1,5 degré de réchauffement semble désormais hors de portée, dans le sens où le calcul des budgets carbone, donc la quantité de carbone pouvant être encore émise tout en maintenant la planète sous ce seuil symbolique, devient très faible, seulement moins de 3 années d'émissions au rythme actuel. Dans le même temps, on observe déjà une intensification de nombreux événements extrêmes, je vais y revenir, et on sait que cette intensification est proportionnelle au niveau de réchauffement planétaire, ce qui signifie que, évidemment, tous les chiffres dont on discute en termes de cible de réchauffement ou de niveau de réchauffement actuel sont pertinents pour évaluer l'intensification des événements extrêmes. À échelle France, maintenant, le diagnostic global est le même, le réchauffement climatique poursuit sa route. On observe en moyenne sur les 10 dernières années, 2015-2014, un réchauffement de 2,1 degrés déjà. Et on estime qu'à ce jour, en 2025, le réchauffement induit par les activités humaines au niveau de la France métropolitaine s'élève à 1,9 degrés. La prise en compte de ces observations, combinée avec des projections issues de simulations numériques, et donc de la tendance rapide observée au réchauffement, a conduit à l'élaboration de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est en passe d'acquérir une valeur réglementaire pour toutes les politiques publiques d'adaptation. Cette TRAC, elle pose une trajectoire qui correspond au réchauffement attendu à la fois à échelle planétaire et à échelle nationale, dans un scénario d'émissions intermédiaires que j'ai décrit tout à l'heure, avec des périodes cibles, disons, en milieu de siècle, en 2050, 2 degrés de réchauffement planétaire et 2,7 degrés de réchauffement en France métropolitaine, et en fin de siècle 2100, 3 degrés de réchauffement planétaire toujours dans un tel scénario, et environ 4 degrés à échelle de la France métropolitaine. Météo France a travaillé à la description du climat de la France à ses différents niveaux de réchauffement régionaux, dans différents rapports et publications récentes, et travaille désormais à l'élaboration d'une information équivalente pour les territoires outre-mer français. Voilà, j'en viens maintenant à la description de quelques caractéristiques du changement climatique susceptibles d'influencer sur la santé. Je vais parler à ce titre d'événements extrêmes, de différents types d'événements extrêmes, et je parlerai ensuite des effets de réchauffement moyen et de déplacement des zones climatiques avant de citer quelques autres impacts. Je commence avec les événements extrêmes et parmi eux, les vagues de chaleur. Il est désormais très clairement établi que dans un climat plus chaud, et c'est vrai pour la France métropolitaine, on s'attend à des épisodes de chaleur marqués ou extrêmes, plus intenses, plus fréquents, plus longs et susceptibles de se produire sur une saison élargie, c'est-à-dire débutant typiquement en juin et s'arrêtant en septembre. Alors, en guise d'illustration et de quantification de ce phénomène, ici, il y a ce tableau récapitulatif qui présente en gros le nombre de jours de vagues de chaleur en France métropolitaine, en moyenne par an, sur la base des critères utilisés par Météo France pour définir ce qu'est une vague de chaleur sur le territoire national. Donc, dans un climat de référence de fin du XXe siècle, 2 jours par an en moyenne, avec un certain nombre d'années dans lesquelles il n'y a tout simplement aucune vague de chaleur observée. Aujourd'hui, au cours de la décennie écoulée, 13 jours par an en situation de vague de chaleur observée en moyenne. Dans le futur, à 2,7 degrés de réchauffement, donc un horizon 2050, 25 jours par an. En fin de siècle 2100, en moyenne, 45 jours par an, pour un réchauffement de 4 degrés en France. Une autre illustration est fournie par cette figure en haut à droite, dans laquelle on évalue le changement d'intensité et de sévérité de ces épisodes, donc en fonction en X de la durée des épisodes, en nombre de jours, et en ordonnée de leur intensité, le niveau de température maximale atteinte par l'épisode. Il s'agit ici d'une illustration basée sur une simulation numérique, dans laquelle on distingue 3 périodes de temps. En gris, la période observée qui correspond à la fin du XXe siècle, 1976-2005. En jaune, une période d'horizon 2050, milieu du XXIe siècle, et en rouge, une période d'horizon 2100, fin du XXIe siècle. Donc vous pouvez constater qu'à la fois en termes de durée, d'intensité maximale et de sévérité globale de ces épisodes, en fait, les épisodes du futur n'ont rien à voir avec ceux du passé,
et on obtient en fin de siècle des épisodes qui ont une durée qui dépasse 60 jours, c'est-à-dire la quasi-totalité de l'été passé en situation de vague de chaleur de façon ininterrompue. En lien avec cette évolution, on anticipe et on observe déjà la survenue d'événements inédits. Alors c'est vrai pour les vagues de chaleur, mais c'est vrai aussi pour des niveaux de température susceptibles d'être atteints, qui dépassent nettement les records les plus élevés observés jusqu'à aujourd'hui. Et la France a déjà connu certains épisodes de ce type lors des vagues de chaleur récentes, par exemple en 2019 ou en 2022. Il faut s'attendre à en vivre d'autres dans le siècle à venir. Voilà. En parallèle de cette évolution, on a également des travaux qui visent à quantifier l'évolution des épisodes de chaleur humide, qui combinent donc un niveau de température élevé avec un niveau d'humidité élevé, avec d'autres conséquences également sur les aspects santé. De façon symétrique à l'évolution des vagues de chaleur, on a un enjeu sur les vagues de froid, dont on sait qu'elles deviennent en changement climatique moins intenses, moins fréquentes et moins longues, de façon parfaitement symétrique avec ce que j'ai décrit pour les vagues de chaleur. Une conséquence de cette évolution, c'est le fait que certains événements de froid historiques observés, plus ou moins récemment, mais y compris des événements récents, ont désormais une grande probabilité de ne plus être observés. Et c'est notamment ce qui a été mis en avant par un article récent concernant la vague de froid de février 2012, qui est la dernière vague de froid significative à l'échelle de la France métropolitaine. Et donc, ce qui est illustré par ces photos, qui sont représentatives d'épisodes historiques pour la France, en fin de 19e siècle, ici à Paris, avec une Seine, un embâcle total sur la Seine, suivi d'une débâcle qui avait causé à l'époque quelques dommages logistiques. Et puis dessous, une photo de la Loire en février 2012, couverte de plaques de glace, donc qui constitue l'image d'un paysage finalement qu'on pourrait ne plus jamais observer au cours du XXIe siècle. En termes d'autres événements extrêmes, on a alors plusieurs choses méritent d'être signalées. D'une part, l'intensification des conditions météorologiques favorables aux incendies de forêt, avec ici une quantification sur la base de l'indice feu météo, IFM, correspondant à un risque élevé de feu, IFM supérieur à 40. Donc dans le climat de fin de XXe siècle, 1 jour par an en moyenne pour l'ensemble de la France métropolitaine, évoluant jusqu'à 8 jours par an, toujours en moyenne en 2100, mais avec des chiffres nettement plus élevés sur les régions les plus critiques à échelle de la France métropolitaine. Il s'agit des régions du pourtour méditerranéen. Donc localement, 30 jours par an en fin de XXe siècle, 80 jours par an en fin de XXIe siècle. Cet enjeu sur les incendies de forêt, il impacte les questions de santé, notamment pour tout ce qui concerne les émissions de particules dégagées par ces incendies. On a également d'autres types d'événements, inondations, cyclones, tempêtes, qui sont des événements extrêmes susceptibles d'affecter la sécurité des personnes et des biens. Alors, on ne dispose pas nécessairement aujourd'hui de diagnostics très clairs ou directs sur l'effet de changement climatique sur tous ces événements, mais on a quand même certaines certitudes ou certains niveaux de confiance élevés, notamment sur l'intensification des épisodes de fortes précipitations, y compris les fortes précipitations générées par des cyclones tropicaux, l'intensification des inondations côtières en lien avec une hausse globale du niveau de la mer, et l'intensification des sécheresses dans un climat plus chaud qui favorise une évaporation accrue. Voilà. De par leur effet sur la sécurité des personnes et des biens, il y a évidemment des effets sur la santé en lien avec ces événements. Enfin, de façon générale, sur tous les événements que j'ai pu mentionner, on observe une montée en puissance des études d'attribution qui vise à établir un lien entre l'influence humaine sur le climat et la survenue de certains de ces événements particuliers, et donc finalement à étayer une chaîne de responsabilité qui, de façon élargie, va de l'émission de gaz à effet de serre jusqu'aux impacts observés de ces événements extrêmes. Enfin, je voudrais finir par mentionner... j'ai encore un point sur les déplacements des zones climatiques. Qu'on observe en fait, la question sur ce déplacement des zones climatiques, c'est toujours d'essayer de quantifier que signifie quelques degrés de réchauffement dans un monde dans lequel en fait la météo varie de plusieurs degrés entre le matin et l'après-midi ou du jour au lendemain. Et on a plusieurs façons de l'appréhender. Donc je vais commencer par présenter une carte d'analogue climatique. Donc ça, il s'agit ici d'une infographie utilisée par le gouvernement pour communiquer certains des résultats de la TRAC, dans lequel, si je prends le cas de Paris, on a cette illustration. Paris aura le climat de Montpellier dans une France à plus 4 degrés. Alors, il y a évidemment des limites très fortes à ce type d'analogue climatique qui est basé en fait sur la recherche
dans le climat actuel, d'un lieu géographique dans lequel on aurait aujourd'hui le climat attendu dans le futur, ici en 2100, à Paris. Ici, on trouve que Montpellier est un analogue raisonnable. Alors, c'est basé sur un niveau de température annuelle moyen, un cumul de précipitations moyenne annuelle moyen. Mais ça ignore beaucoup de caractéristiques du climat et en particulier, il ne faut pas nécessairement attendre à ce que Paris dans le futur ait l'ensoleillement de Montpellier ni le même régime de précipitation que Montpellier. Raison pour laquelle il y a des limites importantes. Mais néanmoins, cela indique l'amplitude en termes géographiques du déplacement et du réchauffement attendu pour le futur. Et vous pouvez voir que pour toutes les villes ici considérées, en fait, les analogues se trouvent à bonne distance de leur emplacement actuel. Une autre illustration concerne la classification des différents types de climats sur la France métropolitaine correspondant à la figure dessous, avec des couleurs qui représentent la façon dont, en fin de 21e siècle, par exemple, le climat jaune qui correspond aux zones méditerranéennes actuelles s'étend et finalement, la plupart des régions de France métropolitaine voient leur type de climat évoluer dans un tel scénario. Il y a également un enjeu en termes de rapidité du déplacement lié au fait que certaines espèces animales ou végétales auront de la difficulté à suivre un déplacement aussi rapide, simplement parce qu'elles n'auront pas la capacité de migrer suffisamment rapidement. Tous ces déplacements auront un impact sur la biodiversité en général, y compris les espèces d'insectes notamment, qui servent à transmettre certaines maladies, donc un effet sur les arboviroses dont Mathilde reparlera, je pense. Et puis enfin, je vais finir avec la mention d'autres impacts, directs ou indirects, du changement climatique, susceptibles d'affecter les enjeux santé. D'une part, la production agricole et la sécurité alimentaire. Donc, on a désormais un nombre d'études croissant qui indiquent une probable perte de récoltes à échelle planétaire, avec en plus une redistribution géographique des zones favorables à différentes cultures, susceptibles donc d'affecter la sécurité alimentaire, ou en tout cas la facilité à avoir accès à une alimentation saine et équilibrée. Il y a un enjeu activité physique, notamment en période de chaleur dont j'ai déjà parlé, un enjeu sur la santé des écosystèmes en général que j'ai évoqué via les questions de biodiversité. Et enfin, je voudrais mentionner évidemment l'enjeu économique, avec un certain nombre de dégâts économiques, de dommages économiques causés par des événements extrêmes plus intenses et plus fréquents. Également un coût de la mise en œuvre des politiques de datation susceptibles de rétroagir sur tout un tas d'autres activités et de secteurs, dont le secteur de la santé, par contrainte économique. Voilà, je m'arrête là et je laisse la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Merci Aurélien, merci. Vous entendez les applaudissements. Merci. Nous avons, cela dit Aurélien, juste avant Mathilde Pascal, nous avons une question de Serge Planton en ligne. Peut-on aujourd'hui diagnostiquer avec précision l'aléa de vagues de chaleur humide présents et futurs, sachant qu'il est à l'origine d'un des principaux effets directs du changement climatique sur la santé humaine ? Oui, alors on a des travaux en cours sur cette question de la chaleur humide, principalement sur les territoires outre-mer français. Alors, c'est regardé à échelle planétaire. À échelle nationale, c'est surtout regardé sur les outre-mer où on a des niveaux de chaleur humide qui sont nettement supérieurs à ceux observés en métropole. Et un diagnostic général d'intensification de ces épisodes, sans surprise. On sait que le changement climatique conduit à une hausse des températures à peu près partout, même si c'est le niveau de réchauffement peut varier selon les régions. Avec un niveau d'humidité relative qui souvent reste à peu près constant et donc un niveau de chaleur humide qui s'accroît. C'est documenté et c'est de plus en plus l'objet de travaux pour la communauté des sciences du climat. Et puis je laisserai par contre Mathilde commenter sur le lien avec les effets santé de cette chaleur humide. Merci Aurélien. Parfaite transition Mathilde. Merci. Alors Mathilde, vos slides vont arriver également sur le grand écran et sur on a un écran de retour forcément devant et je vais vous laisser les commenter, on a le temps. Parfait, merci beaucoup et merci Aurélien pour ce panorama. Je sors d'une extinction de voix, donc vous m'excuserez si ma voix flanche, je vais faire de mon mieux. Donc moi je travaille à Santé publique France, qui est une agence de santé publique sous contrat avec le ministère de la Santé. On est, si vous voulez passer les slides, on n'est pas identifié tellement comme travaillant sur le sujet du climat, alors qu'en fait ça fait plus de presque 20 ans qu'on travaille là-dessus.
Et donc c'est sur tout ce travail que je vais m'appuyer aujourd'hui. Je vais vous parler... Ah super, merci. Donc je vais vous faire une introduction un peu générale sur les liens entre climat et santé, vous donner quelques exemples d'impact en France, et je voudrais évoquer deux sujets dont je sais qu'ils posent beaucoup de questions aujourd'hui. Le premier, c'est la question de la vulnérabilité, et le deuxième que Rémi a déjà évoqué, et d'ailleurs qui fera l'objet de belles tables rondes cet après-midi, sur l'éco-bénéfice des actions d'atténuation. Donc, comme je le disais, nous, en tant qu'agence de santé publique, en fait, on est déjà en première ligne face au changement climatique. Cette année, j'ai des collègues, moi y compris, qui ont travaillé sur les feux de forêt, qui ont travaillé sur les vagues de chaleur, qui travaillent sur les cas de chikungunya. On envoie encore beaucoup de monde à Mayotte pour assurer la continuité de soins et reconstruire le service de santé. Donc ça, c'est juste une année d'impact du changement climatique en France. En plus, on a une mission d'accompagner les politiques publiques pour qu'elles s'appuient sur des connaissances scientifiques et des données probantes. Donc on fait des études, on a des systèmes de surveillance. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé sur la question de la chaleur. On est en train d'ouvrir le champ et notamment de développer des indicateurs changement climatique et santé. Et on est aussi en train de développer des actions de plaidoyer pour engager le plus de monde possible sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir, je ne vais pas pouvoir parler de tout, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site. J'en profite pour faire un peu de pub parce que demain on sort des résultats dont je n'ai pas le droit de vous parler aujourd'hui, mais qui devraient vous intéresser sur les événements climatiques extrêmes. Bon, là quand même, vous êtes en train de nous... Eh oui, Ouais. Je fais du marketing à fond. On n'en restera pas là. Alors le changement climatique, c'est pas un risque en soi, en fait, c'est un modificateur de risque sur la santé qu'on connaît déjà. Donc effectivement, le plus intuitif, c'est les effets directs via les paramètres météorologiques, et le plus emblématique, c'est les événements climatiques extrêmes. Mais il y a aussi des effets du changement climatique sur les écosystèmes, sur la pollution de l'air, sur l'eau, sur l'accès à des ressources. Il y a des modifications très importantes sur les équilibres dans les écosystèmes. Tout ça peut avoir des conséquences en termes de maladies vectorielles, en termes de santé physique et de santé mentale, en termes de sécurité alimentaire, qui est un enjeu qui est aujourd'hui pas très abordé, même si c'est dans l'évaluation des risques réalisée par l'Europe sur les risques liés au climat, la sécurité alimentaire fait partie des risques identifiés. Et puis, tous les impacts via les impacts socio-économiques, la pauvreté, les déplacements de population, la destruction d'infrastructures, etc. Et le changement climatique, ce qu'il fait, c'est qu'il amplifie ces risques, il modifie leur répartition géographique, leur répartition temporelle, et il augmente la probabilité d'avoir des risques complexes. C'était par exemple nous cet été, quand on a en même temps à gérer un feu de forêt dans l'Aude et une vigilance rouge canicule dans l'Aude, c'est pas 2 fois plus compliqué qu'un feu de forêt et une vigilance, c'est beaucoup plus compliqué en termes de prise de décision. On a des exemples aussi venant de l'étranger d'événements climatiques extrêmes qui vont détruire des sites industriels et donc qui vont entraîner des contaminations durables de l'environnement. Des exemples aussi de destruction de cultures qui peuvent avoir des conséquences sur la sécurité alimentaire à des milliers de kilomètres de distance. Les effets, ils sont différés dans l'espace, ils sont aussi différés dans le temps. On sait aussi maintenant que, par exemple, des expositions à la chaleur ou des expositions au stress intense lors d'événements climatiques extrêmes ou des contaminations par certaines maladies vectorielles, pendant la grossesse, ça a des effets sur l'enfant qui peuvent être tout au long de sa vie. Donc tout ça pour dire que c'est très compliqué, les interactions sont très complexes, les impacts présents sont quasiment impossibles à modéliser, les impacts futurs encore moins. En tout cas, ils sont jugés comme suffisamment importants pour qu'il y ait un consensus aujourd'hui pour dire que c'est le plus grand défi auquel fait face la santé publique et que c'est vraiment le facteur, pas le climat en tant que tel, mais l'action ou l'inaction qu'on aura sur ce paramètre va conditionner la santé des générations futures et conditionne déjà la santé des générations présentes.
En plus, il n'y a pas que le changement climatique. Il y a d'autres changements globaux qui s'opèrent au niveau environnemental, également au niveau social. Rémi évoquait les inégalités qui sont également un sujet très important. Là, le sujet qui est aujourd'hui très peu évoqué en lien avec la santé et très peu étudié, c'est la question de la biodiversité. Or, les messages des derniers rapports du GIEC et de l'IPBES sont extrêmement clairs. Un avenir viable n'est possible qu'en préservant et consolidant la nature. Donc si on n'agit que sur le climat, on trouve une super technologie, on fait de la géo-ingénierie, je ne sais pas, et puis il n'y a plus que des humains, des chats, des chiens, des poulets, des cochons. En fait, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas Enfin, ce ne sera pas un avenir ni sain, ni joyeux, ni désirable pour nos enfants. Donc c'est vraiment important de ne pas penser uniquement climat, mais de penser changement climatique en lien avec la biodiversité, en lien avec l'occupation des sols. La question du coût du système alimentaire est extrêmement importante dans ce contexte. La deuxième raison pour laquelle il faut avoir une pensée un peu systémique, c'est que, là encore, Rémi l'a très bien évoqué, en fait, aujourd'hui, un certain nombre de causes qui créent les problèmes climatiques, qui créent les problèmes de la biodiversité, sont aussi des choses qui rendent les gens très malades. Donc là, sur ce schéma, donc c'est un travail qui est fait au niveau international, qui essaye de classer les principaux déterminants de la mauvaise santé de la population dans le monde. C'est le fardeau global des maladies. Là, c'est le top 17. Alors, je suis désolée, c'est pas super lisible, mais en tout cas, vous voyez que dans ces principaux contributeurs à une mauvaise santé de la population, dans le top 17, dans les 5 premiers, vous avez des habitudes alimentaires liées à une mauvaise alimentation. Donc, c'est pas de la sous-nutrition, c'est de la surnutrition avec une alimentation de mauvaise qualité. Ensuite, vous avez la pollution de l'air qui est liée à toutes les activités de transport, d'industrie, de production d'énergie. Et puis, vous avez aussi 2 facteurs qui sont liés à la sédentarité et là encore à des modes de vie et à des modes de déplacement qui sont par ailleurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement clair que les politiques d'atténuation, si elles sont bien faites, elles peuvent permettre des modes de vie plus sains, qui permettent une meilleure santé de la population et qui permettent énormément d'économies pour le système de santé. Alors, à la COP30, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites sur la santé et je vous indique ces 2 ressources que moi je trouve vraiment pas mal. Le Belém Health Action Plan, c'est une action du ministère de la Santé du Brésil et de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une collection d'actions qui sont jugées contribuer à l'adaptation du système de santé. Donc il y a plusieurs pages, hein, j'ai pas compté, mais il y a vraiment plusieurs dizaines d'actions. Renforcer le système de santé et la santé publique, ce sont des actions fondamentales d'adaptation. Donc à l'inverse, détruire le système de santé publique, c'est se désadapter au climat. Et je souligne aussi l'action 2.2 qui insiste sur le fait que toutes les interventions sectorielles sur les mobilités, sur les transports, sur la végétalisation des villes, etc., sont des actions d'adaptation pour la santé. Et puis vous avez un rapport également assez complet qui explique d'où viennent toutes ces propositions. Donc il y a quand même pas mal de matière grâce à la COP30. Alors pour vous donner des exemples d'impact en France, donc la chaleur. Entre 2014 et 2024, en France hexagonale uniquement, 41 000 décès attribuables à la chaleur, dont à peu près un tiers pendant les vagues de chaleur qui font l'objet d'alertes par Météo France et les 2 tiers qui sont la chaleur du reste de l'été. Donc c'est pas la peine de trop s'inquiéter pour la chaleur humide. Alors d'une part parce que l'humidité, c'est pas un facteur qui ressort comme tellement fondamental dans les études épidémiaux, c'est la température qui est fondamentale, mais surtout parce que déjà la chaleur qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable d'empêcher les impacts. Donc l'enjeu d'adaptation à la chaleur, c'est vraiment un enjeu de protection de la santé aujourd'hui. On a aussi calculé, alors sur une période beaucoup plus courte, les impacts en termes de coût de recours aux soins pour un nombre assez limité de causes, donc le coût d'un passage aux urgences, le coût d'une hospitalisation, le coût d'un arrêt de travail.
donc des coûts tangibles, des coûts directs pour l'assurance maladie, et puis on a aussi calculé des coûts intangibles qui sont la valeur de l'inconfort ou de la tristesse ou de la souffrance de passer aux urgences, la souffrance de perdre quelqu'un. Donc ça, sur 6 ans, c'est 21 milliards d'euros de coûts pour la société française. Donc clairement, la chaleur, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, sachant que là, on parle uniquement de recours aux soins et de mortalité. On ne parle pas des impacts sur la santé mentale, sur les violences, sur les femmes enceintes, sur la capacité d'apprentissage des enfants. Donc rien que la chaleur, ça devrait suffire à se dire « oulala, 4 degrés, on ne va pas réussir », vu qu'on n'arrive déjà pas aujourd'hui, et à enclencher l'action. Un autre exemple d'impact, les arboviroses. Donc là, je vous ai mis un exemple de dengue, Zika et chikungunya qui sont transmises notamment en France par le moustique tigre, Aedes albopictus. Alors, ce qui est très important, et je pense que vous allez avoir beaucoup d'éclairage à ce sujet, c'est que le climat est très loin d'être le seul facteur qui explique la transmission de ces maladies sur le territoire français. En fait, les conditions climatiques, elles vont favoriser ou au contraire défavoriser les transmissions selon les maladies et selon les vecteurs. Ce qui se passe dans les autres pays, ce qui se passe en termes de comportement, de lutte antivectorielle est vraiment prédominant aujourd'hui. Il n'empêche que le climat aujourd'hui est favorable au moustique tigre et à la transmission du virus. En 2025, au 3 novembre, on avait 80 foyers de transmission autochtone de chikungunya en France, qui représentaient 770 cas. Donc c'est des gens qui sont tombés malades en France, qui n'ont pas attrapé la maladie en voyageant dans un pays tropical. Et pour vous donner un ordre de grandeur, chikungunya, dans les années précédentes, au maximum, il y avait, je crois, moins d'une dizaine de foyers. Donc on a vraiment une augmentation très importante cette année de cette pathologie. Les ouragans, donc je vous disais, Chido, on envoie encore quasiment toutes les semaines des personnes à Mayotte pour assurer le service de santé puisque tout a été détruit. Alors les impacts, c'est compliqué du coup parce que nous, pour mesurer les impacts, on s'appuie sur les remontées, les données du système de santé, sur par exemple les passages aux urgences. Donc là, je vous ai mis vous avez un exemple des passages aux urgences suite à l'ouragan Irma aux Antilles. C'est la courbe bleue, donc vous voyez, il y a un très beau pic. On voit bien que quand il y a un ouragan, les gens passent aux urgences. Quand le système d'urgence passe plus ou quand les gens peuvent plus y accéder parce qu'il n'y a plus de route, du coup, nous, on n'a plus de moyens de surveiller, de suivre l'impact. En plus, là, on n'est que sur les impacts immédiats à court terme. On sait que les impacts de ces événements, ça peut être 10 ans après l'événement, ça peut être en termes de santé mentale, des taux de stress post-traumatique qui vont jusqu'à 40%, 90% chez les enfants. Et tout ça, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le quantifier dans sa globalité. Et puis, dernier exemple, les feux de forêt. On entend tout le temps feux de forêt terrible, aucune victime à déplorer. Alors d'abord, il y a des victimes non humaines. Or, sans biodiversité, pas de bonne santé humaine. Donc quand il y a des victimes dans les écosystèmes, c'est aussi des conséquences pour les humains. Et puis, on n'a pas encore de données en France, mais on a cette modélisation qui est faite par le Lancet Countdown qui a estimé qu'entre 2020 et 2024, 700 décès par an étaient dus à la pollution de l'air générée par les feux de forêt en France. Donc la prochaine fois que vous entendez qu'il n'y a pas de victimes liées aux feux de forêt, vous penserez à ces résultats. Donc ça, c'est le panorama un peu sombre. Voilà, pour dire que les impacts du climat sur la santé, c'est pas les autres pays, c'est pas les pays pauvres, et c'est pas de la science-fiction en 2050, c'est aujourd'hui en France, sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des régions. Alors je vous ai dit, je voulais évoquer un peu la vulnérabilité. C'est un mot qui est très souvent repris et puis il y a énormément de personnes qui veulent, pour aider la santé, cartographier les personnes vulnérables au changement climatique. Alors premier point, la vulnérabilité, c'est pas très bien défini, c'est pas très clair. Donc la première chose à faire, c'est de définir ce qu'on entend par vulnérabilité. La semaine dernière, j'ai relu une note officielle où c'était les populations vulnérables au changement climatique, entre parenthèses, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Ça, la seule chose que ça dit, c'est l'état d'esprit de la personne qui a écrit la note et la société dans laquelle on vit, mais c'est absolument complètement faux sur
le plan scientifique, les femmes ne sont pas vulnérables par nature. Les enfants et personnes âgées peuvent avoir des susceptibilités individuelles qui effectivement les rendent plus vulnérables à certains risques. En tout cas, nous, la manière dont on aborde le sujet aujourd'hui, c'est qu'on dit en fait la vulnérabilité, c'est la rencontre entre une exposition à un facteur qui est influencé par le climat, des caractéristiques individuelles, mon âge, mon état de santé. Ces caractéristiques, elles peuvent varier. Et puis ma capacité à faire face. Est-ce que j'ai des ressources matérielles? Est-ce que j'ai un environnement social qui m'aide à faire face ou pas? Est-ce que j'ai une société qui m'aide à faire face? Et c'est ça qui crée la vulnérabilité. Donc c'est une notion qui est extrêmement dynamique et qui va dépendre de l'intensité de l'exposition. Ça, c'est clair que si on peut être vulnérable on peut ne pas être vulnérable à 35 degrés et être vulnérable à 45 degrés. Et ça dépend aussi beaucoup de l'échelle d'analyse à laquelle on se place. Donc pour vous donner un exemple, juste pour dire que c'est très compliqué en fait la vulnérabilité et qu'il ne s'agit pas de cartographier, de croiser les jours de vagues de chaleur avec les femmes de plus de 65 ans pour avoir la vulnérabilité. Ça, c'est une étude qu'on a faite en Île-de-France. En fait, on a combiné énormément de variables environnementales, démographiques et socio-économiques. Et on a essayé d'identifier des recettes de vulnérabilité à la chaleur sur l'Île-de-France par des méthodes d'analyse statistique. On a trouvé 5 types de territoires différents dans lesquels les recettes de la vulnérabilité vont être différentes. Par exemple, si on est en plein centre de Paris, c'est plutôt l'exposition qui va jouer, parce qu'il fait très très chaud. Par contre, en termes de capacité socio-économique et donc de capacité à faire face, on a des populations qui sont plutôt riches. À l'inverse, si on va plus en Seine-Saint-Denis, il fait moins chaud, mais socio-économiquement, c'est beaucoup plus défavorable. Donc, c'est pas les mêmes enjeux et donc c'est pas les mêmes actions à mettre derrière. Donc ça, c'était juste pour dire, la vulnérabilité, c'est compliqué. Donc quand on le fait, il faut le faire bien et en réfléchissant vraiment à ce qu'on veut faire derrière et pas essentialiser certaines populations. Et puis, je vais juste évoquer ça. Je sens que ça trépigne à côté de moi, mais j'ai presque fini, pas d'inquiétude. Un exemple de bénéfice sur les mobilités actives, c'est des choses qu'on est capable de quantifier. En fait, aujourd'hui, on sait que les gens marchent pas assez, enfin, les gens ne bougent pas assez en France. On sait que les mobilités actives, donc la marche et le vélo, c'est un bon moyen pour faire bouger les gens. À condition que ça soit possible. Donc ça veut dire qu'il faut que les environnements soient favorables à ces mobilités actives. Et donc c'est pour vous donner un exemple de travaux qu'on peut faire de quantification des bénéfices. Donc là, c'est un exercice qu'on a fait avec la métropole européenne de Lille. Dans cette zone, dans cette métropole, il y a déjà 75% des trajets de 1 km qui sont faits à pied, ce qui est vraiment pas mal. On s'est dit, et si on arrivait à faire 90% des trajets de 1 km à pied, c'est quand même pas grand-chose, 1 km. Et si on fait ça, rien que ça, marcher 1 km, on pourrait éviter presque 200 décès par an dans la métropole de Lille. Donc c'est pour vous donner un exemple de l'ampleur des bénéfices de ces actions. Et donc pour résumer, j'espère que vous êtes convaincus que les impacts sont très importants déjà aujourd'hui. Le délai à l'action, c'est une perte de chance pour les populations aujourd'hui et pour les populations futures. Et les mesures d'atténuation sont associées à des bénéfices très importants. Et on en sait largement assez pour agir. Ça fait, encore une fois, depuis les années 80 qu'on sait que le climat a des effets sur la santé. On est en 2025 et on n'est encore pas assez nombreux à agir sur le sujet. Donc merci d'être là et je compte sur vous. Merci Mathilde, merci. Alors, on a reçu quelques questions. Il y a des questions assez ciblées, donc qui peuvent peut-être appeler des réponses courtes. Est-ce que les 21 milliards d'euros mentionnés liés à la chaleur sont une valeur absolue ou le delta, coût supplémentaire lié au changement climatique? C'est que lié à la chaleur. On n'a pas été, pour l'instant, on n'a pas réussi à extraire la contribution du changement climatique.
A-t-on établi, une question de Thierry, a-t-on établi des corrélations entre l'évolution du nombre d'allergies, asthme, etc., et le changement climatique? Alors, alors nous non, mais il y a des travaux qui montrent effectivement que le climat joue sur la phénologie des plantes, joue également peut jouer sur l'allergénicité de certains pollens. Il y a des travaux notamment qui montrent que le climat va favoriser la propagation de l'ambroisie, même si là encore il y a plein de facteurs non climatiques qui rentrent en compte. C'est comme pour les maladies infectieuses, et c'est en fait dès qu'on touche au vivant, on ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas dire le climat ça fait ça sur les pollens, ça dépend de chaque espèce. Et c'est pareil pour dès qu'on touche au vivant, en fait, ça dépend de chaque espèce et ça dépend de chaque écosystème dans lequel se trouve cette espèce. Merci Mathilde. Aurélien, vous êtes encore parmi nous? Oui. Alors Aurélien, j'ai sans doute une question, mais qui peut-être pour vous deux, mais je pense à vous sur celle-là. À partir de quelle température considère-t-on que l'Europe ne peut plus s'adapter? En gros, une civilisation humaine à plus 3 degrés, est-ce que c'est possible? Et vous avez 1 minute, ou moins. Oui, c'est une question difficile. Bon, le groupe 2, dans le précédent rapport du GIEC, le groupe 2 avait mis une échelle de couleurs un peu en termes de risques pour l'Europe, avec différents risques mis en avant, dont celui de ressources en eau, ceux liés à la perte de production agricole et d'autres. On sait que les impacts vont croissant avec le niveau de réchauffement planétaire. Moi, je ne peux pas donner un seuil à partir duquel on n'arrive pas à s'adapter. Je pense que les choses ne sont pas aussi discontinues, en fait. Voilà. On sait que l'enjeu, les coûts économiques, la difficulté à mettre en œuvre des politiques d'adaptation va croissant à mesure que le réchauffement s'intensifie, donc à mesure que les émissions sont importantes, les émissions cumulées de CO2, ce qui est une bonne raison de chercher à les réduire autant que possible. Merci Aurélien, bravo pour la réponse courte. Et peut-être un complément, Mathilde? Moi, j'ai envie de dire, pourquoi se poser la question comme ça, en fait, puisqu'on sait que déjà, il y a des impacts aujourd'hui et qu'on sait qu'en agissant, on améliore la santé des gens. Moi, j'ai du mal à... C'est une question qui revient très souvent, mais... non, l'enjeu, c'est pas de savoir à quel moment tout va craquer, c'est de faire en sorte aujourd'hui que ça craque pas. Et dans la même veine, du coup, une question d'Agnès. Merci Agnès. Comment vos travaux sont-ils diffusés dans les ARS? Et pensez-vous la prise de conscience suffisante? Alors là, c'est peut-être pour les deux en 5 secondes. Oui, non. Alors nous, tous nos travaux, ils sont publiés. On a des antennes régionales dans toutes les régions qui sont en contact étroit avec les ARS. Donc en tout cas, je pense que beaucoup de nos travaux arrivent jusqu'aux ARS, j'espère, même si on peut toujours faire mieux. Et est-ce que le sujet, la perception est suffisante? Non, clairement pas. Parce que je ne sais pas si les gens y comprenaient que c'est en train de les rendre malades, de rendre malades leurs enfants. Quand on voit les simulations à l'horizon 2100, un enfant qui est né aujourd'hui, espérer qu'il sera encore vivant en 2100. Si les gens ils prenaient ça au sérieux... on ferait peut-être différemment. Merci Mathilde. Aurélien, sur cette dernière question? Je dirais que dans un rôle de climatologue, en fait, l'enjeu il est plus large que les ARS. Il est de faire en sorte que chaque secteur d'activité, donc c'est vrai pour les enjeux de santé, mais c'est vrai pour de nombreux autres secteurs, à nouveau on en a parlé, certains, l'économie, l'agriculture, le tourisme et bien d'autres, puissent avoir accès autant que possible à l'information pertinente sur le changement climatique, les caractéristiques du changement climatique pertinentes pour son secteur d'activité et les enjeux pour l'avenir en termes d'adaptation et de réduction des émissions. Donc ça, on y travaille à différents titres, dont notamment, je vais faire un peu la publicité de la boutique de Météo France, mais via aussi le développement de services climatiques nouveaux, adaptés à chacun des secteurs d'activité visés. Merci beaucoup. On peut vous applaudir Aurélien. Merci Mathilde, Pascal. Merci beaucoup pour vos contributions.